Le polyamour, on nous le présente souvent comme une promesse. Plus d'amour, plus de connexion, plus de liberté. Mais que se passe-t-il quand cette promesse vire au cauchemar? Quand, au lieu de la libération, on se retrouve face à une souffrance intense, une véritable agonie? On va plonger ensemble dans le côté obscur de l'amour libre, pour comprendre cette douleur et voir comment on peut, peut-être, la traverser. Je veux ça, mais j'ai l'impression que je vais mourir. Cette phrase, elle est de Clémentine Morrigan, et elle capture tout. Ce n'est pas juste une image, c'est la description d'une détresse physique, viscérale. C'est un état d'urgence où tout le corps se met à crier non, même si la tête, elle, est convaincue et dit oui. C'est de là que tout part. Et ce conflit, ce fossé immense entre l'idéal du polyamour et la réalité de la crise est tellement intense, tellement spécifique, que la communauté polyamoureuse a dû créer ses propres mots pour pouvoir en parler. Parce que nommer une souffrance, c'est déjà le premier pas pour la comprendre. Et le premier de ces termes, c'est la polyagonie. Attention, ce n'est pas un mot sorti de nulle part, il a été documenté dès 2017 par la chercheuse Gillian Dury. Ça décrit précisément ce paradoxe terrible. Des personnes qui adhèrent intellectuellement, qui croient aux valeurs du polyamour, mais dont le corps réagit avec la panique d'un danger de mort imminent. Alors on pourrait se dire, c'est juste de la jalousie, en plus fort. Mais non, la différence, elle est fondamentale. La jalousie, c'est une émotion, souvent passagère, liée à un moment précis. La polyagonie, c'est un état de crise permanent. Le système nerveux est bloqué en mode alerte maximale, 24 heures sur 24. Ça peut mener à des insomnies, une perte d'appétit. C'est une réaction du corps tout entier, même quand en apparence, tout va bien. Ok, on a compris la polyagonie. Mais que se passe-t-il quand cet état d'agonie s'installe dans la durée? Quand les conflits s'empilent sans jamais se résoudre? Eh bien, on risque de basculer dans une dynamique encore plus destructrice que la communauté a surnommée le polyenfer. Le polyenfer, c'est une sorte de piège relationnel. Un peu comme des sables mouvants. Plus on s'agite pour essayer de s'en sortir, plus on s'enfonce. Chaque discussion, chaque tentative de régler les choses ne fait qu'ajouter une nouvelle couche de douleur et d'incompréhension, jusqu'à ce que les partenaires se sentent complètement emprisonnés dans une crise sans fin. Et comment on tombe là-dedans? Souvent à travers un scénario hyper classique. Ça commence comme ça. Un des partenaires est emporté par l'euphorie d'une nouvelle relation, ce qu'on appelle la NRE. Naturellement, il ou elle s'éloigne un peu. L'autre partenaire, déjà en état de polyagonie, sent la panique monter et exprime son angoisse. Le premier se sent alors contrôlé, étouffé et prend encore plus de distance pour respirer, ce qui bien sûr ne fait qu'aggraver la panique du second. Et voilà, la spirale infernale est enclenchée. Mais au fond, pourquoi? Pourquoi cette douleur est-elle si physique, si viscérale? Pour le comprendre, il faut aller voir plus loin que les émotions de surface. Il faut creuser du côté de notre biologie, de notre psychologie la plus profonde. Parce que la vraie question, elle est là. Est-ce que cette souffrance est un signe d'échec personnel, un manque de travail sur soi, comme on l'entend souvent, ou est-ce que c'est une réaction biologique, presque un réflexe, profondément ancré en nous? Les thérapeutes spécialistes du sujet, comme Jessica Fern, nous disent que la réponse se trouve à l'intersection de 3 grandes pistes. Notre histoire personnelle, notre biologie pure et dure, et la dynamique même de la relation. La première explication, elle vient de la théorie de l'attachement. Il faut imaginer que notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien, est programmé pour une chose, la survie. Et pour lui, le lien à l'autre, c'est la survie. Alors quand il perçoit que notre partenaire principal s'attache à quelqu'un d'autre, il peut interpréter ça non pas comme de l'amour en plus, mais comme une menace d'abandon mortel. Et ça peut réactiver des blessures d'enfance avec une violence absolument inouïe. Et cette menace perçue nous amène directement à la deuxième racine, notre système nerveux. La polyvagonie, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Le corps se met littéralement en mode survie, lutte, fuite ou sidération. C'est pour ça que le cœur s'emballe, que la digestion se bloque, c'est la biologie qui prend les commandes. Et à ce stade, essayer de se raisonner, ça ne sert plus à rien. Le corps est en état d'urgence. Bon, je sais, le tableau qu'on vient de peindre est assez sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris les causes profondes de cette tempête, on peut commencer à entrevoir des clés concrètes pour la naviguer. Et la toute première clé, c'est un changement total de perspective. Cette douleur n'est pas un bug, ce n'est pas un défaut de fabrication qu'il faudrait corriger. C'est une information. C'est le voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord de la relation pour dire « Attention, un besoin fondamental de sécurité n'est plus satisfait ». À partir de là, les thérapeutes proposent un protocole d'urgence en 3 étapes. 1. Ralentir. On appuie sur le bouton pause. Fini les nouveaux rendez-vous, fini les grands changements. On stabilise. 2. Réparer. Toute l'énergie doit être concentrée sur la relation qui est en crise pour recréer un sentiment de sécurité et de connexion. Et 3. L'étape cruciale, réguler. On utilise le corps pour calmer le corps. Des exercices de respiration, de pleine conscience, parce que les mots seuls ne suffisent plus quand le système nerveux est en... Et ça nous amène à cette citation parfaite de Clémentine Morrigan. Parce que le conseil qu'on entend partout, il faut que tu travailles sur toi, est souvent la pire chose à dire.
C'est non seulement complètement inefficace face à une réaction corporelle, mais en plus c'est cruel. Ça rajoute une couche de honte et de culpabilité à une douleur qui est déjà immense. Mais alors, est-ce que cette épreuve terrible est toujours surmontable? Est-ce que c'est juste une phase, un passage obligé? La réponse, évidemment, est compliquée. Pour certains, oui, c'est une crise de croissance. Mais pour d'autres, c'est le signe d'une impasse. Alors il n'y a pas de statistiques officielles, mais les thérapeutes sur le terrain observent des tendances. Les chances de s'en sortir sont bien meilleures si on a à la base un attachement plutôt sécure, si on est entré dans le polyamour librement, sans pression, et surtout si on a un partenaire qui est prêt à ralentir et à faire le travail de réparation. A l'inverse, si on traîne un lourd passé traumatique ou si le partenaire refuse de changer de cap, la situation peut devenir insurmontable. Donc le message clé, il est double. D'un côté, il faut absolument valider cette douleur. Non, ce n'est pas un échec personnel, c'est une réaction profondément humaine. Mais de l'autre côté, valider ne veut pas dire normaliser. La polyagonie ne devrait pas être un état dans lequel on s'installe. Ce n'est pas un rite de passage qu'il faut endurer à tout prix. Au final, tout se résume peut-être à cette question que chacun doit se poser. Est-ce que cette douleur est une information qui pointe vers une zone de croissance, une opportunité pour la relation de devenir plus forte, ou est-ce que c'est le signal d'alarme ultime qui indique une incompatibilité fondamentale avec ce modèle relationnel pour soi, ici et maintenant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que la sienne.